Comment se préparer physiquement pour le handball, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu es sur cette vidéo, c'est très certainement qu'aujourd'hui, tu te rends compte que ce que tu fais en préparation physique, c'est pas forcément le plus utile par rapport à ta pratique. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a une différence entre ce que tu fais à la salle et le transfert que tu vois sur le terrain. J'imagine qu'aujourd'hui, tu as du mal à, en gros, utiliser ce que tu fais à la salle pour pouvoir performer sur le terrain. Donc, dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de remettre l'église au centre du village et de te montrer un petit peu comment tu devrais organiser ta préparation physique, quelle étape tu devrais suivre pour pouvoir justement avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et tout ça, ça te permettra justement en fait d'avoir ce petit transfert salle-terrain et d'arrêter de perdre du temps à faire tout et n'importe quoi à la salle. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dès maintenant dans cette vidéo. Donc si tu veux être meilleur en handball, mais qu'actuellement tu as l'impression que tes efforts ils ne payent pas, c'est normal. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que préparateur physique, voilà, c'est un métier et c'est pas évident. On peut pas s'improviser comme ça, préparateur physique et tout comprendre d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire généralement? Tu vois, tu vas aller à la salle, tu vas bien bosser, tu vas pousser, etc. Mais tu vas pas forcément faire exactement ce dont tu as besoin pour le hand. C'est-à-dire que tu risques en gros d'aller chercher ce qui se fait un peu à droite à gauche et donc forcément, tu vas faire un peu de tout et n'importe quoi. Donc la conséquence, forcément, c'est que tu n'arrives pas à être plus explosif, plus fort, plus endurant ou en tout cas tout ce qui pourrait être utile au hand. Généralement, tu vas prendre un petit peu de masse, prendre un petit peu de poids, etc. Mais tu vas pas avoir cette vraie différence en fait dans ton jeu et dans tes capacités offensives, défensives, etc. Ça sera assez utile parce que c'est jamais inutile de se mettre à la musculation et de démarrer la prépa physique. Mais quand c'est pas bien fait, ça peut à un moment te ralentir et sentir que tu stagnes. Donc voilà, comme je l'ai écrit, si tu stagnes sur le terrain et que tu progresses peut-être à la salle, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est bien de progresser à la salle, mais ce qu'il faut, c'est surtout progresser sur le terrain quand ton objectif, c'est le hand. Donc il va falloir que tu réajustes 2-3 petits trucs pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit utile ce que tu fais à la salle et que tu n'aies plus l'impression de stagner sur le terrain, mais que tu aies l'impression de progresser et à la salle, parce qu'on aime bien progresser à la salle, même si c'est pas le plus important, parce que ce qui est le plus important, encore une fois, c'est quand même de progresser sur le terrain. Et tout ça, faut savoir une chose, c'est que c'est pas de ta faute. Comme je te le disais, le métier de préparateur physique, c'est un métier et c'est compliqué. Donc personne t'explique comment faire un plan structuré, comment faire une séance structurée, comment faire des blocs, etc. Donc tu peux pas le deviner en fait. Et ce qu'on retrouve le plus sur les réseaux, ça va être tout ce qui va être bodybuilding, en gros faire de la masse musculaire, tout ce qui va être pour l'esthétique plutôt. Mais tout ce qui est un petit peu plus préparation physique et qualité athlétique, c'est toujours un petit peu plus compliqué et c'est dur d'avoir des infos sur les réseaux parce que tu entends un peu tout et son contraire. Après, c'est un peu pareil en bodybuilding, etc. Tu me comprends. Mais c'est pas évident de démêler le vrai du faux et de savoir par où commencer surtout. Parce qu'on a tendance à s'éparpiller très vite, à vouloir tester un petit peu tout ce qu'on voit. Et forcément, ça donne des choses qui sont pas forcément très cohérentes. Et c'est là où derrière, tu vas galérer à faire quelque chose qui te permet d'avoir des résultats sur le terrain. Et l'objectif de cette vidéo est justement là, ça va être de mettre tout ça en ordre pour que tu puisses faire des choses plutôt cohérentes. Donc aujourd'hui, tu as peut-être pu identifier certaines choses. Par exemple, comme je te disais, les séances trouvées sur Internet, elles suffisent plus. Parce que justement, c'est quelque chose de très générique. C'est-à-dire que les gens, ils ont pondu ça sans réfléchir. Ils t'ont foutu un truc qu'ils peuvent donner à tout le monde. Mais quelque chose donné à tout le monde, forcément, ça fait pas des miracles. Donc, les séances gratuites, etc., il y a toujours une limite à un moment ou à un autre. Peut-être que tu as bossé énormément aussi ta force, mais la force, c'est qu'une partie du travail. Là, le hand, c'est un mélange de plein de qualités physiques. Force, vitesse, explosivité, endurance, mobilité, stabilité, tout ce que tu veux. Mais c'est loin d'être juste de la force et juste de la masse musculaire. Donc, aujourd'hui, si tu fais que ça, tu comprends bien que tu ne pourras pas être plus performant sur le terrain juste en faisant ça en tout cas, même si ça te permet d'avoir une très bonne base parce que la force, c'est la base de tout. Ce que tu fais aussi, ça peut être fait
sans cohérence. Parce que, comme je te le disais, tu fais un petit peu de tout. C'est-à-dire que peut-être que tu as vu un mec qui disait de faire de la pliométrie, tu as vu un mec qui disait de faire de la mobilité, tu as vu un mec qui disait de faire ça. Mais le truc, c'est pas de faire de tout, c'est de le faire intelligemment, de le mettre correctement dans sa séance. Parce que si tu fais de l'explosivité avec ta pliométrie, mais que tu le mets à la fin de ta séance, bah en fait, tu travailles plus ton explosivité parce que tu n'as plus assez d'énergie. Donc, tu vois, c'est vraiment, il faut arriver à avoir une cohérence dans tout ce que tu fais. Et peut-être aussi que tu tournes en rond avec toujours les mêmes exos. Souvent, c'est ça le problème, c'est que on sait pas trop, enfin, on va peut-être aller piocher des exos par-ci par-là, mais on va essayer de rester sur la même base parce que voilà, on veut pas, peut-être on a peur aussi d'aller tester d'autres exos, on a peur de faire autre chose, mais tu risques de tourner très vite en rond alors qu'il existe des milliers d'exos, même si moi je suis plutôt partisan du rester simple, pas chercher le nouvel exo trop bien, pas chercher ci, pas chercher ça, mais parce que en fait, les exos de base sont super intéressants, squat, soulevé de terre, etc. Ce qui va compter, c'est un peu des fois de jouer sur des variantes et ça va être l'intention que tu vas mettre dans ton mouvement. Donc, ça sert à rien de chercher non plus tout plein d'exos, mais je trouve quand même que c'est assez intéressant d'être capable de varier ses séances parce qu'on va pas se mentir, faire toujours la même chose, ça peut vite devenir chiant. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien changer à peu près toutes les 3-4 semaines mes exercices, sans dire de faire une révolution encore une fois. Mais par exemple, tu vois, tu changes un squat en un front squat. Ça fait une toute petite différence. Ça va travailler un petit peu différemment ton corps. Et fondamentalement, tu vas faire à peu près la même chose. Mais au moins, voilà, il y aura une petite différence. Tu n'as pas l'impression de toujours tomber dans cette monotonie avec toujours les mêmes exercices. Et le problème de tout ça, c'est que du coup, tu penses que tu as atteint ta limite et que tu peux pas faire mieux. Aujourd'hui, tu es peut-être à ton maximum au hand et tu te dis, bah, je peux pas forcément aller plus haut. Alors qu'en fait, c'est totalement faux et j'ai été dans le même cas que toi à un moment. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans que je faisais de la muscu et j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond et que ça m'aidait pas forcément dans le hand et que du coup, bah, en fait, je me remettais en question en mode, est-ce que je suis fait? Est-ce que c'est possible que j'aille jouer au plus haut niveau? Est-ce que c'est possible que je passe de la régionale à la nationale? Et toutes ces questions, bah, ça peut vite te plomber un petit peu le moral et te déstabiliser et faire en sorte que du coup, bah, tu suives plus ton objectif premier qui peut être de monter de niveau. Donc, il faut pas que tu tombes là-dedans parce qu'en vrai, c'est faux. C'est faux, tu peux faire beaucoup mieux si tu as testé que ça. Tu peux faire tellement mieux et il y a de grandes chances que si déjà tu as une très bonne base en muscu, tu progresses très vite parce que justement ces petits ajustements vont changer énormément de choses. Donc ne t'en fais pas, je peux t'assurer que bah j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que j'étais en régional, je bloquais un petit peu, physiquement j'étais assez faible et d'un coup j'ai eu un peu la révélation justement avec un préparateur physique qui m'a fait mon programme et qui m'a fait comprendre qu'une structure c'était super important et c'est exactement pour ça qu'après je me suis tourné vers ça pour aider des handballeurs comme toi à essayer de comprendre comment réellement se structurer. Et juste avant de continuer, si justement tu es un joueur ambitieux qui joue actuellement en régional, pré-national, R1, ce que tu veux, mais en régional au niveau senior et que tu aimerais passer au niveau national, on va dire dans un premier temps national 3 voire national 2, eh bien j'ai mis en place une newsletter qui s'appelle Objectif National. Mon but, c'est de te faire atteindre le niveau national grâce à la préparation physique, mais pas que. Parce que je vais aussi aborder d'autres points qui me semblent super importants, qui va être d'apprendre à se connaître en tant que joueur, par exemple. Quel joueur es-tu? Quelle force tu as? Quelle faiblesse tu as? Sur quoi tu devrais t'améliorer? Et j'aborde aussi un petit peu, tu vois, tout ce qui va être le mental et la visibilité. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un corps solide, d'avoir un physique à toute épreuve et capable de faire des différences dans les matchs. Mais si derrière, tu as le mental qui lâche, t'es pas capable de te rendre visible auprès d'autres clubs, auprès de ton entraîneur, et ben t'as beau avoir les meilleures qualités physiques du monde, ça va bloquer à un moment. Donc, moi, j'ai créé une newsletter qui permet aux handballeurs, voilà, d'en apprendre un petit peu plus sur tous ces points-là, même si le gros de la newsletter, c'est quand même la préparation physique et t'apprendre à développer tes qualités athlétiques. L'objectif, c'est vraiment de t'amener à un niveau supérieur sur tous les points. Si tu veux t'inscrire, c'est simple, le lien est directement en description, c'est le premier. Il te suffit de cliquer dessus et tu auras accès à la page pour t'inscrire à la newsletter. Pour reprendre notre vidéo, aujourd'hui, tu as peut-être déjà essayé différentes choses. Comme on l'a déjà dit, tu as peut-être essayé de suivre des programmes gratuits.
Tu as peut-être essayé de faire des séances à rallonge. Ah, je vois des joueurs, ils commencent à faire des séances de 2 heures, à inclure tous les exercices qu'ils connaissent. Et en fait, c'est totalement contre-productif. Mais peut-être que tu as aussi essayé d'ajouter plus de séries. Tu vois que 3 séries de ton squat, ça marche pas, alors t'en mets 4, t'en mets 5 et tu passes à 5 sur tous tes exos. Et au final, tu finis juste par t'épuiser. Entre le fait que tu veux rajouter des séances, tu veux rajouter des séries, tu veux tenter des choses par-ci par-là, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens et tu sens que ça ne sert plus à grand-chose. Tu as peut-être essayé de changer tous tes exercices comme on disait aussi, tu as testé de faire des trucs que tu as trouvés sur Insta, puis la semaine d'après tu tentes d'autres trucs, mais en fait si tu changes tout le temps tes exos, il y a aussi le problème que tu vas pas t'habituer à l'exo et notre corps il a besoin de s'habituer. Si on change toutes les semaines, notre corps, il s'adapte en rien du tout et il se passe aucun changement parce que justement, tu es toujours en train de changer. À l'inverse, si tu changes jamais, pareil, ton corps s'est tellement adapté qu'il a besoin de choses différentes de temps en temps. Donc, il faut trouver le juste milieu, comme je te disais, avec des changements, par exemple, toutes les 3-4 semaines. Tu as peut-être essayé aussi de faire ce que tu as vu ailleurs, comme la pliométrie. Moi, je sais qu'il y a énormément de joueurs, quand ils veulent devenir plus explosifs, ils découvrent la pliométrie et ils veulent se mettre à la pliométrie. Si tu sais pas ce que c'est tout ce qui va être les sauts, etc. Mais le problème, c'est que c'est assez mal compris parce que justement, les gens confondent un petit peu la pliométrie avec les sauts. Donc quand je leur dis, tu fais quoi en pliométrie? Bah, des fois, il y en a, ils me disent, je fais des box jump, je fais des fentes sautées, je fais ci, je fais ça. C'est tout sauf de la pliométrie. Donc, en soi, tu penses bien faire, mais encore une fois, tu pars un peu dans tous les sens et au final, tu te fais plus de mal qu'autre chose parfois. Donc, toutes ces fausses solutions, on va dire, t'ont amené à te demander pourquoi ta préparation physique, elle n'était pas efficace. Et ça tombe bien, bah du coup, tu es tombé sur cette vidéo et on va y répondre dans quelques secondes. Mais si tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné, encore une fois, c'est qu'il y a sûrement un problème. Et ce problème, bah, c'est très généralement dans ta structure. Et je vais te montrer maintenant un plan efficace à suivre, structuré pour éviter de partir dans tous les sens et de faire des choses sans cohérence. Donc ce plan, il est en 5 étapes. L'étape numéro 1, ça va être d'évaluer. Parce qu'encore une fois, si tu n'évalues pas ce que tu fais, en fait, tu peux pas savoir où t'en es, tu peux pas savoir où tu veux aller et c'est là où tu pars un petit peu dans tous les sens. Donc, tu as des tests assez simples que tu peux faire. Par exemple, les tests de force. Tu peux faire des tests sur ton squat, des tests sur ton soulevé de terre, des tests sur ton développé couché, par exemple. C'est simple. Ce que je te conseille de faire, tu fais pour chacun des exercices 5 reps. Tu vas faire 5 reps. Tu vas te prendre un temps, par exemple 15-20 minutes, et pendant ces 15-20 minutes, en fait, tu vas faire une montée en gamme. C'est-à-dire que tu fais des séries de 5, tu fais plein de séries de 5 pendant 15 minutes où tu montes le poids à chaque série jusqu'à justement atteindre le poids où tu te dis ok, là je peux pas en faire plus de une ou deux. Ne va pas forcément à l'échec, mais par exemple tu vois, je sais pas, on va dire t'es monté à 100 kg sur ton squat, tu arrives à ta 5e rep et là tu te dis ok, si j'en fais une ou deux de plus, je sens que c'est la fin. Et ben tu t'arrêtes là et ça te donne un bon repère déjà sur quel poids tu es capable de porter sur 5 reps à peu près. Et tu fais ça pour tous tes exercices. Tu peux le faire aussi sur un peu d'autres exercices, par exemple sur des tractions si tu maîtrises des tractions, lestés, sur des dips ou quoi, pour varier un petit peu. Mais là, les 3 mouvements que je t'ai donnés, c'est les 3 patterns principaux et déjà ça va te donner une bonne visu. Ce qu'il faudrait, c'est que normalement ton développé couché devrait être le moins fort, ton squat devrait se trouver au milieu et ton soulevé de terre devrait être là où tu es le plus fort. S'il y a peu d'écart entre par exemple ton développé couché et ton squat, c'est très certainement que tu manques un petit peu de force, par exemple sur ton squat, sur les jambes. Si ton développé couché est très rapproché de ton soulevé de terre, c'est qu'il faudrait peut-être que tu travailles un petit peu plus ces mouvements de hanche parce que normalement tu devrais quand même être beaucoup plus haut et tous ces mouvements de hanche, des pivots de hanche, ça te permet d'être plus fort sur tout ce qui va être sprint, détente, etc. Donc voilà, il faut que tu arrives un petit peu à faire des rapports entre chaque exercice pour pouvoir te dire à quel niveau j'en suis aujourd'hui, est-ce que je manque un petit peu de ça ou de ci. Tu peux aussi faire des tests de saut avec par exemple des counter movement jump. L'idée, ça va être de faire un saut et de calculer sa hauteur. Alors le mieux, c'est d'avoir une application comme moi j'utilise par exemple avec MyJump pour pouvoir calculer ça. Sinon, tu peux faire un petit peu à l'ancienne, en mode tu sautes contre un mur, enfin tu tends le bras, tu mets un coup de craie contre le mur, tu sautes, tu calcules la différence, etc. C'est moins précis, mais ça peut faire l'affaire. Ou alors tu peux aussi te prendre en vidéo et
en gros, on va dire regarder et essayer de comparer quand tu fais d'autres sauts. Mais vraiment, ça, c'est une technique un peu compliquée parce que forcément, tu peux pas vraiment savoir si tu as progressé juste en regardant. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est par exemple faire des box jump. Tu fais un box jump, tu cherches à monter le plus haut possible sur ta box. Enfin, tu cherches à avoir une box la plus haute possible. Et bah, si tu arrives à sauter de plus en plus haut sur cette box en rajoutant de la taille, c'est que forcément tu t'es amélioré. Donc voilà une petite solution si tu n'as pas de matériel, enfin si tu n'as pas d'appli pour calculer comme moi. Ensuite, tu as les tests de vitesse. Pareil, tu peux faire un test de vitesse sur 10, 20 mètres. Alors, c'est pas vraiment de la vitesse, c'est plus de la vitesse de démarrage, c'est les premiers appuis, etc. Mais c'est plus intéressant que de faire un 100 mètres ou un 50 mètres parce qu'au hand, tu sais, le terrain, il n'est pas bien grand, donc tu atteins rarement ta vitesse, enfin, tu atteins rarement des courses de 50 mètres, etc. Donc nous, c'est plutôt les premiers appuis qui vont compter. Donc fais des tests sur du 10-20 mètres. Tu demandes à quelqu'un de te chronométrer et c'est déjà pas mal. Tu peux aussi faire des tests d'endurance avec le Gacon, par exemple, 45-15. Et sur Internet, tu trouves facilement un petit peu à quel niveau tu es. Et ça peut te donner assez vite un repère, une ordre d'idée pour savoir si tu es plutôt dans le haut de tableau ou si tu es plutôt dans le bas de tableau, au milieu de tableau. Donc ça peut te dire si tu es quand même plutôt bon sur ta VMI, donc c'est vitesse maximale intermittente. C'est pour ça que j'utilise ce test parce qu'il est intéressant parce que il est intermittent comme on rentre vu qu'on fait pas un effort continu. Donc c'est pour ça qu'il est pas trop mal et qui va te donner un bon ordre d'idée sur tes capacités d'endurance au hand. Donc cette étape, comme je te disais, elle est super importante, l'étape d'évaluer, parce que ça te permet de savoir où tu en es actuellement et vers quelle direction tu dois aller. Est-ce que tu manques de force? Est-ce que tu manques d'explosivité? Est-ce que tu manques d'endurance? Tu vois, toutes ces choses-là. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu sauras déjà un petit peu plus ce que tu dois améliorer. Et à savoir aussi que quand tu auras évalué, tu pourras retester derrière. On viendra voir ça à la fin. Deuxième étape, ça va donc être d'individualiser. Il va falloir que tu prennes en compte ton contexte actuel. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes en compte la période de la saison. Là, au moment où cette vidéo va sortir, on sera pendant la pré-saison. L'été où tu as beaucoup plus de temps. Tu n'as pas de match, tu n'as pas d'entraînement, donc tu peux envoyer beaucoup plus. Tu peux peut-être faire 3, 4, 5 séances dans ta semaine. Mais quand tu es en saison, il faut savoir que tu as les matchs, tu as les entraînements, tu as la fatigue, etc. Donc là, à ce moment-là de la saison, il va falloir adapter un petit peu. Peut-être que tu vas passer à 2, 3 séances dans ta semaine et tu vas devoir réguler un petit peu quel type de séance je mets en début de semaine, quel type de séance je mets au milieu et à la fin pour pouvoir arriver frais en match et ne pas finir cramé. Et il va falloir aussi justement que tu prennes en compte le temps que tu as alloué à ça. Parce que si tu as déjà un boulot compliqué, si tu as déjà 4 entraînements, 3-4 entraînements dans la semaine, peut-être que tu vas galérer à caler 1, 2, 3 entraînements de préparation physique. Donc il faut que tu saches absolument combien tu es capable de faire réellement, et je dis bien réellement, sans surestimer le nombre de séances que tu pourras faire dans ta semaine. Si tu peux en faire que 2, fais-en que 2. Ne te force pas à en mettre une troisième que tu ne pourras jamais tenir. Parce que si tu te forces à en mettre une troisième, mais que tu la skips une fois sur 2, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer un programme fait pour 3 séances, mais tu vas en faire que 2. Donc, tu vas louper tout ce que tu fais dans la troisième séance et pourtant c'est peut-être celle qui est le plus bénéfique ou peut-être que tu aurais pu répartir sur tes 2 séances pour pouvoir faire quelque chose de plus cohérent. Donc sois OK avec toi, combien tu peux faire de séances dans ta semaine. Il va falloir aussi que tu apprennes à prioriser des qualités. On va prioriser 1 à 2 qualités maximum, même si je préfère en prioriser une et en mettre une secondaire en gros. Mais l'idée, ça va être de se focus sur cette qualité-là pour pouvoir bien la développer. Mais attention à ne pas délaisser les autres qualités. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens travaillent en bloc. C'est-à-dire que ils veulent travailler leur force, ils font que de la force. Ils veulent travailler leur vitesse, ils font que de la vitesse. Moi, j'ai une approche un peu différente dans les sports comme le hand. C'est que quand tu travailles qu'une qualité, tu commences à perdre sur les autres. Donc en fait, tu peux pas te permettre de gagner pour perdre, pour gagner, pour perdre, pour gagner, pour perdre. Sinon, tu progresses jamais vraiment. Donc l'idéal, c'est de se focus sur une qualité. Tu veux travailler ta force, ok, on va faire, 70% de force et on va inclure un petit peu d'hypertrophie, on va inclure un petit peu de vitesse, un petit peu d'explosivité pour pouvoir maintenir nos gains sur ce qu'on a fait. Et parfois, il faut très peu de choses pour maintenir des gains. Par exemple, en force, il suffit juste de faire une série lourde, proche
de l'échec, entre guillemets, même pas forcément proche, en fait, je dis n'importe quoi, même pas forcément proche, tu vois. Tu gardes 2-3 répétitions en réserve, ça suffit largement et tu as stimulé ton système nerveux. Donc, pas besoin de vouloir faire une seule chose et de délaisser le reste. Tu peux implémenter un tout petit peu pour faire des petits rappels, comme on dit, et ça va te permettre de garder une stimulation par rapport à ça et de ne pas tout perdre. Donc, pense vraiment à ça, priorise quand même une qualité, mais garde un petit peu de tout le reste. Et il va falloir aussi faire attention à quelque chose qui sont les points faibles au niveau de ta mobilité. Les gros points faibles au hanche, ça va donc être les épaules, les hanches et les chevilles. On peut aussi inclure les genoux, c'est là où on va être pas mal sollicité. Mais ça, c'est les points faibles, voilà, généraux pour le hand. Mais toi, tu en as peut-être des encore plus faibles, dans le sens où peut-être que toi, c'est vraiment les épaules qui ont un problème. C'est-à-dire que tu as souvent des douleurs, tu te sens souvent bloqué, tu galères au tir, etc. Donc, si c'est le cas, il faut vraiment que tu priorises à fond la mobilité sur cette articulation-là. Je te conseille de mettre 1 à 2 articulations max en prioritaire et après 1 ou 2 en secondaire que tu vas quand même bosser, mais beaucoup moins que tes prioritaires. C'est super important si tu veux pouvoir durer dans le temps et être plus efficace, parce que la mobilité, c'est ce qui te permet, on va dire, de réduire un petit peu les blessures, même si j'aime pas ce mot, mais c'est en tout cas ce qui va te rendre plus fort dans ton sport, même en musculation, parce que plus tu as de mobilité, plus tu as accès à d'amplitude, plus tu as d'amplitude, plus tu peux développer de force. Enfin bref, c'est un cercle vertueux. Donc voilà pourquoi il faut absolument que tu priorises aussi ta mobilité sur tes points faibles. Le troisième point, ça va donc être de programmer. Il va falloir faire des cycles de progression. L'idée, ça va être, comme je te disais, de changer toutes les 3-4 semaines. Le but, c'est pas de tout révolutionner, c'est-à-dire que tu peux faire un cycle de 3 mois où tu vas faire 3 cycles sur 3 mois, un par mois, où du coup tu vas vouloir bosser ta force en priorité, mais peut-être que dans le premier cycle, tu vas vouloir peut-être bosser un petit peu plus ta force, tu vois, force endurance, donc force musculaire, etc., pour pouvoir faire un petit peu de muscle. Peut-être que dans le deuxième mois, tu vas vouloir peut-être faire un petit peu plus de force maximale, où là vraiment tu veux travailler le système nerveux. Et dans ton troisième mois, tu vas peut-être vouloir faire un petit peu plus de force explosive, où là on va avoir de la force qui va être un peu plus dynamique pour pouvoir commencer à intégrer plus d'explosivité, etc. Donc, il faut quand même que tu aies en tête une idée de cycle. Là, j'ai vraiment besoin de travailler ça. Pendant 3 mois, je me mets là-dessus et je fais un petit peu évoluer mon programme. Mais il faut pas que tu partes dans tous les sens ou que tu fasses absolument tout le temps la même chose pendant des mois et des mois. Il faut absolument que tu apprennes à faire des cycles de progression. Il va ensuite faire une séance bien construite. Et c'est quoi une séance bien construite? C'est une séance qui part pas dans tous les sens. Avec par exemple 4 à 6 exercices maximum, ça suffit très bien. Et après, il va falloir que tu structures ta séance. Par exemple, en premier, tu peux mettre les efforts dynamiques. C'est donc les efforts où tu vas bouger rapidement une charge, où tu vas toi aller vite, par exemple pliométrie, sprint, etc. Ensuite, on va venir mettre les efforts maximaux. Donc là, ça va être plus les exercices de force. On va faire 1 à 5 reps, à 80 à 100% de la 1 RM. Donc voilà, ça en deuxième parce que pareil, ça demande un petit peu de technique et nerveusement, c'est impactant. Et en dernier, on va mettre les efforts répétés qui correspondent plus au travail de renforcement, hypertrophie, etc. Parce que techniquement, ça demande moins de ressources, même physiquement, c'est moins compliqué. Donc, ça peut quand même, en fin de séance, ça a son intérêt parce que tu pourras quand même avoir des gains même si tu es un petit peu fatigué. Alors que si tu fais ton explosivité, tes exercices donc dynamiques en fin de séance, en fait, tu vas travailler sous fatigue. Et ce qui va se passer, c'est que tu travailleras plus ton explosivité, ça sera plutôt ta capacité à répéter des efforts sous fatigue, mais donc tu ne seras pas plus explosif réellement. Donc voilà comment tu devrais organiser ta séance, tes exercices dans ta séance, sachant que c'est pas gravé dans le marbre. Si tu veux vraiment travailler ta force, je te conseille de démarrer par tes exercices de force pour mettre toute ton intensité dedans, Et par exemple, tu n'es pas obligé de faire les 3 dans une même séance. Tu peux faire que des efforts maximaux et répétés, que des efforts dynamiques. Enfin bref, tu peux faire un petit peu comme tu veux. Mais quand tu as les 3 ou quand tu en as plusieurs, si par exemple tu as des efforts dynamiques et maximaux, vaut mieux mettre les dynamiques en premier et les maximaux en second. Si tu n'as que efforts maximaux et répétés, vaut mieux faire efforts maximaux puis efforts répétés. Voilà, c'est une petite structure à suivre pour bien construire ta séance. Ensuite, une fois que tu as bien construit tes séances, ce qui va compter, c'est d'être progressif au cours de ces séances et au cours de ces semaines. Parce que si tu fais toujours la même chose, le problème c'est que tu vas avoir aucune adaptation. Ton corps, il va jamais s'adapter parce que tu fais toujours pareil
Donc, enfin si, il s'adapte et justement, il s'adapte trop. Et du coup, comme il a l'habitude de faire toujours pareil, il a plus besoin d'évoluer en gros pour pouvoir surpasser de nouvelles charges, de nouveaux poids, etc. Donc, tu vas stagner. Si à l'inverse, tu en fais beaucoup trop rapidement, que tu vas trop vite, là, tu risques d'avoir un plateau aussi, donc de stagner, mais tu risques aussi de te blesser parce que tu vas avoir augmenté trop vite certaines choses. Tu vois, les muscles par exemple, et le système nerveux surtout va plus vite que toutes tes structures musculaires, muscles, tendons, etc. Donc quand tu veux surcharger trop vite, tu vas être capable de le faire, mais tu vas voir que ton corps il va te le rappeler très vite avec par exemple des tendinopathies, etc. Tu vas commencer à avoir des douleurs et toutes ces choses-là. Donc on ne veut pas aller trop vite par rapport à ça. Aussi, on va dire progressif par rapport à la technique. Par exemple, tu fais de la pliométrie. Au début, tu vas pas vouloir directement sauter très haut, faire des trucs de fou. Tu vas peut-être apprendre à réceptionner. Tu vas apprendre à sauter sur la boxe. Tu vas apprendre à enchaîner des petits sauts avec une hauteur voilà, pas très élevée. Ensuite, petit à petit, tu vas vouloir monter la hauteur. Et tu vois, toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas être progressif même là-dedans. C'est super important de comprendre ça si tu veux pas partir dans tous les sens. Donc voilà pour la troisième étape de programmer, comment bien structurer ces séances, etc. La quatrième étape, ça va être transférer. Alors j'entends quoi par transférer? C'est un peu ce que je t'expliquais au début, c'est qu'aujourd'hui tu fais de la muscu, mais tu vois, tu n'as pas de résultat sur le terrain. Ça se transfère pas au terrain. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc dans ton programme, il va falloir que tu te dises, ok, comment je transfère petit à petit en fait ce que je fais à la salle au terrain? Et bien justement en incluant des exercices de plus en plus entre guillemets spécifiques, parce que j'aime pas trop dire ce mot spécifique, parce que certains pensent que du coup tu dois faire de l'ultra spécifique, c'est-à-dire recopier tout ce que tu fais sur le terrain. Moi je te demande pas de recopier les gestes du terrain, je te demande de recopier les qualités physiques que demande le terrain. En gros, sur le terrain, tu as besoin d'explosivité. Donc peut-être que tu vas venir faire de la pliométrie dans différentes directions, vers le haut, sur les côtés, etc. pour tes duels, pour tes jumps. Et tu vois, ça c'est plutôt spécifique. Ce qui serait pas spécifique, enfin, ce qui serait ultra spécifique et pas forcément intéressant, c'est de vouloir recopier le geste, de vouloir absolument toujours recopier le tir. Tu vois, quand tu fais des exercices de saut, tu veux toujours finir en mode tu fais un tir. Toutes ces petites choses-là où on veut pas être méga spécifique. Tu vois, quand tu fais ta pliométrie et tout, tu t'imagines pas tout le temps que tu es en train de faire un duel. T'es pas en train de faire un duel à chaque fois. Non, des fois tu vas aller le plus loin sur le côté sans forcément aller faire ton duel. C'est toutes ces choses-là où il faut pas tomber dans l'ultra spécifique, mais il faut quand même que tu penses à comment je peux transférer ce que je fais à la salle sur le terrain. Je vais te donner un autre exemple sur le cardio par exemple. Faire du cardio long, donc courir pendant 1 heure, c'est intéressant, c'est cool. Mais à un moment, si tu veux être meilleur vraiment sur le terrain, il va falloir aussi travailler le spécifique et donc de l'intermittent. Travailler avec des temps d'effort assez intenses et des récupérations assez courtes et enchaîner tout ça. Parce que si tu fais toujours de l'endurance longue, bah oui, ça a des intérêts parce que tu vas avoir plein de réactions physiologiques qui vont te permettre du coup d'être meilleur sur ton intermittent. Mais si tu fais que ça, il y a toujours un moment où il va manquer le petit côté spécifique, intermittent, etc. Donc, essaye de réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin sur le terrain et comment je peux le retranscrire à la salle sans abuser non plus. Et la cinquième étape, c'est d'ajuster. C'est super important en fait, c'est qu'une fois que tu as fait tes tests, etc., si après tu t'en sers jamais, ça sert à rien. Donc il faut que tu suives tes progrès, il faut que tu aies un carnet d'entraînement, il faut que tu notes ce que tu fais dans tes séances, comment ça a été, quel ressenti, est-ce que là j'ai l'impression d'avoir évolué sur la vitesse, est-ce que la semaine dernière j'avais fait 50 kilos, cette semaine j'essaye 52,5, tu vois, pour avoir une visu rapide sur ce que tu faisais avant et ce que tu peux faire maintenant et comment évoluer petit à petit sans avoir à dire oh la semaine dernière j'avais mis combien sur mon squat, cette semaine je mets combien. Non, quand tu veux faire une surcharge progressive, par exemple, il faut que tu puisses savoir combien tu avais fait la semaine dernière pour pouvoir mettre un petit peu plus cette semaine. Donc c'est super important de tenir un carnet d'entraînement. Ensuite, il faut aussi écouter ton corps. Pardon. En gros, quand tu vas sentir de la fatigue, c'est peut-être une semaine où tu vas baisser les volumes. Tu vas mettre un petit peu moins de séries, un petit peu moins de reps, un petit peu moins de poids. Et la semaine d'après, ça va mieux, tu remontes les poids et là, tu vas voir que en fait, c'est jamais linéaire. Tu augmentes jamais de façon linéaire. Ça peut monter, descendre, remonter plus haut, redescendre très bas, remonter, enfin bref, c'est jamais linéaire et il faut que tu saches écouter ces périodes-là. Ensuite, il faut que tu testes des choses aussi. Essaye
de voir si tu fais 2 séances, est-ce que c'est mieux que si tu fais une séance? Est-ce que si tu fais 3 séances, c'est mieux que 2? Est-ce que 2 c'est mieux que 3? Tu vois, toutes ces choses-là. Est-ce que s'entraîner le même jour que l'entraînement pour pouvoir prendre un jour de repos le lendemain, etc., c'est mieux que s'entraîner un jour hand, un jour muscu, etc. C'est des petits trucs qu'il faut vraiment que tu cherches à faire, à tester pour voir qu'est-ce qui te correspond vraiment. Tu vois, ajuste au fur et à mesure, ne fais pas toujours la même chose, varie les choses jusqu'à trouver ce qui te correspond le mieux. Et pense à réévaluer. Comme je disais, on a pris des tests, c'est pas pour les laisser aux oubliettes ensuite. Tu peux les tester directement. Donc, je sais pas, tu as fait un CMJ, bah à la fin, au bout de 4 semaines, tu refais un CMJ, tu vois si tu as évolué. Mais tu peux aussi le faire indirectement. Moi, j'aime bien faire des choses où dans mes séances, par exemple, quand je t'avais expliqué pour faire des tests sur 5 reps, et ben dans mes séances, je vais inclure la même chose sur 5 reps au bout de 4 semaines, voir si j'ai évolué. Et en fait, ça te permet et de t'entraîner normalement, parce que c'est faire une top 7 et tout, c'est comme s'entraîner, ça peut être très intéressant dans ton programme. Et en même temps, tu te testes petit à petit pour voir si tu évolues un petit peu. Donc, t'es pas obligé de toujours faire une séance test en mode aujourd'hui je fais que des tests ou des choses comme ça. Ça peut être inclus dans ton programme. Et comme je disais aussi, pas tout le temps. Il faut pas que tu passes par contre ton temps à te tester. Il faut que ce soit peut-être toutes les 4 semaines ou peut-être même à la fin de ton cycle. Enfin, c'est pas obligé que tu sois toujours en train de tout tester, de toujours vouloir réessayer les choses, de toujours voir si tu t'améliores. En fait, il faut que tu fasses confiance au processus. Si tu suis ton entraînement correctement, si tu surcharges progressivement, tu n'as pas besoin de tester tout le temps, tu sais que tu t'améliores. Et tu le vois vite. Juste si tu augmentes de 2,5 kg, tu t'es amélioré. Donc pas besoin de te retester tout le temps. En tout cas, on a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais aborder. Maintenant, tu sais à peu près comment organiser correctement ton entraînement pour pas partir dans tous les sens. Réfléchis bien à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans mon entraînement? Est-ce que ce que je fais, ça ressemble un petit peu à mes besoins au hand? Est-ce que, je sais pas, aujourd'hui tu sens que tu manques d'explosivité sur les appuis, pardon, mais est-ce que tu travailles de manière explosive pour ça? Est-ce que tu fais un petit peu de plio? Est-ce que tu as commencé à intégrer toutes ces choses-là? Sinon, eh ben, c'est peut-être le moment de revenir voir un petit peu tout ça et tu vois d'apprendre à maîtriser quel type de cycle je pourrais faire actuellement pour que ça aille mieux, comment je pourrais organiser ma séance pour que ce soit mieux, quel type d'exercice. On ne peut pas tout aborder dans la vidéo, mais déjà ici, normalement, tu as une bonne structure pour que ton plan il ait un petit peu plus de cohérence. Maintenant, voilà, il va falloir comprendre quel type d'exercice tu peux venir mettre dans ta séance et ça, on viendra le voir dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, si déjà tu as réussi à comprendre ça, ce sera déjà une très bonne chose pour réajuster actuellement ton plan d'entraînement. Et si tu veux t'assurer de réussir, comme je te l'ai dit au milieu de la vidéo, tu peux rejoindre ma newsletter Objectif National. Je t'y partage à l'intérieur de nombreux conseils par rapport à l'entraînement et justement au développement des qualités physiques, mais pas que. Comme je te l'ai dit, mental, visibilité, savoir quel type de joueur tu es et comment évoluer. Toutes ces choses-là sont abordées dans la newsletter et tu peux la rejoindre directement via le premier lien dans la description. En tout cas, si aujourd'hui tu es vraiment convaincu que tu peux faire mieux avec la préparation physique, moi en tout cas j'en suis convaincu et c'est sûr que tu peux faire mieux, c'est que tu dois vraiment passer ce cap mental de dire ok, je peux pas juste me permettre d'aller à la salle et penser que ça va changer les choses. Il faut clairement que tu crées un plan sur mesure pour toi pour que tu comprennes ce dont tu as besoin et que tu travailles ce dont tu as besoin. Donc aujourd'hui, si tu veux passer de la régionale à la nationale, il faut vraiment que tu aies ce petit changement de mentalité qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à rejoindre la newsletter parce que à l'intérieur, j'essaye vraiment de te faire comprendre comment justement avoir ce petit changement de mentalité comme j'ai pu l'avoir à l'époque et qui m'a permis de décoller. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à partager à tes amis et surtout n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter. On se dit à très vite, ciao les handballeurs.